La série commence avec une femme demandant à quelqu'un ce qu'il fait, le traitant de pauvre merde. Elle lui dit de se dépêcher et de voler la malédiction du Seigneur Arthur, et de le faire maintenant. Mais il dit qu'il est déjà à sa limite, bien qu'il n'ait pas le choix, alors il s'exécute et vole sa compétence. On apprend que son nom est Crash Valem. Il est né dans la plus puissante des lignées familiales, mais ce n'est rien d'autre qu'une malédiction pour quelqu'un comme lui. C'est drôle parce qu'il a le pouvoir de voler les malédictions. Parmi les héros luttant contre la corrosion du monde, il était l'homme qui se tenait aux côtés du ciel bleu. Alors qu'il tombe à genoux en crachant du sang, tout le monde se précipite vers Arthur en lui disant de boire des potions. Arthur lève les yeux au ciel, apercevant un monstre chevauchant un cheval qui tire littéralement des météores. Il a l'air complètement indemne. Arthur demande s'ils vont vraiment continuer à combattre ce chevalier de la mort bleue avec si peu de gens. Il laisse tomber son épée en disant que c'est impossible et le dit à toutes les personnes avec lui car ils sont sur le point de partir. Crash lui demande ce qu'il fait, se demandant s'il essaie vraiment de fuir. Arthur lui dit que cela doit se terminer ici et maintenant. L'espoir de ce monde a été brisé, et il ne reste maintenant que la ruine. Crash demande s'il va vraiment abandonner après tout ce qu'ils ont fait pour l'amener jusqu'ici, alors que d'innombrables personnes sont mortes pour cela. Mais il en rit en disant que c'est parce qu'il a été trop occupé à s'amuser avec ses femmes, et qu'il a perdu la tête. L'une d'elles lui dit de la fermer car Arthur n'a fait que de son mieux. Son nom est Sigrin Ephania. C'est la 3e princesse de l'Empire des Ephania. Elle lui rappelle qu'il n'est qu'une merde qui ne sait rien faire d'autre que voler. Crash dit que c'est un comble venant d'elle, lui demandant de quel droit elle lui parle alors qu'il leur a sauvé la vie. Il ne serait même pas arrivé jusqu'ici sans lui. Et si par hasard ils ont oublié, il va leur rafraîchir la mémoire. Il commencera par Abella. C'est la sorcière rouge de la tour de magie. C'est elle qui a dit qu'elle ne pourrait plus utiliser la magie si elle perdait sa voix et qui l'a supplié de voler ses malédictions. C'est lui qui en souffre en ce moment, et pourtant elle l'a attaqué quand il est allé chercher des analgésiques. Que ce soit à l'époque ou maintenant, son habitude de mépriser les gens n'a pas changé d'un iota. Et juste à côté d'elle se trouve la lance la plus puissante de l'Empire, Maridiana. C'est un chevalier impérial d'Eetania. Crash la traite d'idiote et cervelée qui fonce sans la moindre pensée derrière ses yeux, ce qui lui vaut de se faire frapper par toutes les malédictions imaginables, pour ensuite ramper jusqu'à lui, le suppliant de faire disparaître la douleur. Mais pour couronner le tout, que la princesse le traite de merde alors qu'il a sacrifié son propre œil pour elle, c'est un comble. Ce n'est pas expliqué, mais je suppose que c'était à cause d'une malédiction. Quoi qu'il en soit, elle l'a pris pour cible à l'académie simplement parce qu'il appartenait à la faction du royaume de Starland. Même après tout ce harcèlement, elle l'a ridiculisé devant toute l'école juste à cause de son nom de famille, Valem. Il a tout enduré juste pour soigner son œil. Elle n'a fait que l'incendier alors qu'il faisait partie du même ciel bleu censé sauver le monde. Tout ça parce qu'il venait d'un royaume différent et qu'il n'avait aucun talent pour le combat. Il a passé son temps à réparer leurs erreurs, forcé de leur torcher le cul. Alors, à quoi bon tout ça? Au final, il se fiche des autres, mais Arthur était censé être celui qui sauverait le monde. Il a vu Arthur se tenir en première ligne, et a décidé de rester à ses côtés jusqu'à la fin. Alors pourquoi est-ce lui qui abandonne si facilement maintenant? Arthur dit qu'il suppose qu'il peut lui dire la vérité maintenant. Comme il l'a dit, le monde est fini, alors il va tout recommencer depuis le début. Crash demande ce qu'il veut dire par là. Arthur dit que ce n'est pas la première fois qu'il assiste à la fin du monde car sa compétence n'est autre que la régression. Crash a l'air surpris, et Arthur dit que maintenant qu'il a acquis la technique de l'héritage mémoriel, il peut revenir avec ses souvenirs intacts à chaque fois, mais cela ne s'applique pas qu'à lui. Crash réalise que si tous les 4 recommencent avec leurs expériences, cela signifie que les chances d'empêcher la prochaine apocalypse sont incroyablement élevées. Arthur lui dit que c'est le plan, et qu'il va recommencer depuis le début avec ces 3-là. Crash dit qu'il ne l'oublie sûrement pas, lui. Arthur a un rictus avant de sourire, lui disant qu'en fait, il n'est pas nécessaire. La vérité est que sa compétence cagoule noire est utile puisqu'il peut voler même les malédictions les plus incassables. Elle est certainement utilisable, mais à quoi bon régresser avec quelqu'un dont le corps et l'esprit sont déjà en lambeaux? De quelle utilité serait-il? Il est beaucoup plus efficace de simplement récupérer une version fraîche et neuve de lui dans le monde suivant. Crash réalise que ce n'est pas la première fois, qu'il n'a été rien de plus qu'un consommable, et que ce salaud avait l'intention de le traiter comme un objet jetable depuis le début. Arthur lui dit de ne pas s'inquiéter, car il fera bon usage de lui dans le prochain monde, et dans celui d'après aussi, mais qu'ils se reverront. Crash reste là, incrédule, alors qu'il commence à s'enfuir. Il leur dit d'attendre, mais au fond de lui, il a toujours su quand il restait là sans rien faire et l'ignorait. Même Arthur s'est contenté de regarder. Il savait qu'il ne le considérait même pas comme un camarade, et il crie, lui disant de l'emmener avec lui, mais Arthur se contente d'en rire. Crash dit que sa conscience s'estompe à cause des malédictions, et que sa vie va se terminer avant même que ce monde ne finisse de s'effondrer, mais il refuse que ça se termine comme ça. Il dit que sa compétence ne fonctionne pas seulement sur les malédictions, mais aussi sur les compétences. Il ne l'a jamais essayé sur Arthur car une compétence n'est pas aussi simple qu'une malédiction,
mais ça vaut vraiment le coup d'essayer alors qu'il tend la main dans un dernier effort désespéré. Il utilise sa compétence cagoule noire, et sa cible n'est autre que Arthur. Alors qu'une main démoniaque s'étire de son corps, elle vole vers lui, et Crash, réalisant que ça fonctionne vraiment, dit à Arthur d'attendre, pendant que sa compétence de régression se fait piquer par lui. Arthur lui demande alors s'il n'a vraiment pas abandonné. Crash dit qu'il sait qu'il a vécu d'innombrables apocalypses, et qu'à chaque fois, dès qu'il devient inutile, il le jette. Il l'a laissé derrière dans un monde mourant un nombre de fois probablement inimaginable, mais cette fois, c'est lui qui sera laissé derrière. Arthur lui demande s'il a finalement perdu la tête, et Crash sourit et montre du doigt le chevalier de la mort. Peut-être bien. Et il a dit lui-même que ce monde court à sa perte. Arthur a l'air surpris, puis s'apprête à utiliser sa compétence, mais elle ne fonctionne pas alors qu'il pleure en réalisant ce qui s'est passé. Crash meurt de l'attaque en premier, et dit qu'il sera celui qui sauvera le prochain monde. Quand il ouvre lentement les yeux, il tend la main vers son plafond et crie. On voit que ses yeux ont l'air vifs, contrairement à avant, et il regarde autour de lui en disant que c'est la maison où il vivait quand il était enfant, car la compétence a bien fonctionné. On en apprend plus sur la corrosion du monde. C'est un phénomène où, littéralement, le monde est érodé par une autre dimension. Lorsque cela se produit, des changements environnementaux s'ensuivent, mais pire encore, des espèces de corrosion envahissent depuis l'autre côté. Parmi elles, celles qui imitent la forme humaine sont appelées les mangeurs de monde. Les gens les considéraient comme des entités de niveau calamité, mais les gens appelaient ceux qui luttaient contre la corrosion du monde le ciel bleu, et nous savons déjà de qui il s'agit. Crash en faisait partie, son corps n'étant capable que de voler des malédictions. Il était traité comme un simple réceptacle pour les dites malédictions, et à la fin, il a été trahi par ses camarades. C'était une vie vraiment misérable qu'il a endurée. De retour au présent, il dit qu'il y a un instant, c'était le plein hiver, et maintenant il fait assez chaud pour qu'il transpire dans sa chambre. S'il se trouve au manoir du Pin Vert où il a séjourné enfant, alors ce dernier pari en utilisant cagoule noire sur Arthur a été un succès total, et il se met à rire tout seul de l'absurdité de la situation. Il réalise alors quelque chose, se demandant comment il a réellement pu le voler. Les gens ont tendance à penser que sa compétence peut être utilisée sans aucune restriction, mais elle a un défaut. Elle ne peut voler la possession d'une cible que si l'utilisateur déverrouille le cadenas généré lors de l'activation. Le cadenas est généré en fonction de la valeur attribuée à l'objet par son propriétaire. Même une pierre ramassée au bord de la route, si le propriétaire la reconnaissait comme précieuse, la difficulté monterait en flèche, et il devrait se transférer 99% de la richesse mondiale pour l'obtenir. Pour quelque chose comme une compétence unique, que l'adversaire valorise généralement beaucoup, la difficulté de la voler aurait dû être astronomiquement élevée. Plus la valeur est élevée, plus il y a de conditions, et plus elles sont difficiles à remplir. Il se demande ce qui se passait dans la tête d'Arthur dans les derniers instants. Il savait qu'elle s'était activée, mais il n'a pas vu de cadenas. Le fait qu'il n'y ait même pas eu de cadenas signifie qu'il voulait peut-être abandonner sa compétence. Arthur est un homme acclamé comme le roi héros, pourtant, pour une raison quelconque, il voulait se débarrasser de la compétence de régression. Mais maintenant qu'il y pense, il affichait parfois une expression complètement épuisée. Il se déplaçait comme s'il accomplissait simplement une corvée. Et s'il répétait la destruction du monde encore et encore, peut-être que même lui ne pouvait pas garder l'esprit sain. Peut-être que pour Arthur, la régression n'était pas différente d'une malédiction. Et c'est peut-être pour cela qu'il a essayé de partager ses souvenirs avec les trois autres, et de les faire régresser ensemble, tout en l'excluant. Mais le fait qu'il ait pu la voler signifie que Arthur qu'il connaissait, après avoir perdu sa compétence de régression, a été laissé derrière dans le monde au bord de la destruction, a affronté la pluie de météores, et est mort. Cela signifie que Arthur qu'il connaissait était réellement mort. Il lui a pris la compétence dont il voulait tant se débarrasser, et il devrait probablement le remercier. Il rit, disant qu'il a toujours été ostracisé, comme si prendre des malédictions était quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Il n'a jamais prêté attention à la souffrance de son camarade dans l'ombre. Mais en vrai, c'est bien fait pour eux. Il le traite de merde, mais on voit qu'il comprend le poids que Arthur portait. Quelque temps plus tard, il se dirige vers le couloir, en se disant qu'il est extrêmement petit. Avant de partir, il a vérifié son reflet, et il semble avoir environ 10 ans. Sa stature est très petite. Bien qu'il ait quelques muscles, c'est le résultat de manier une épée tous les jours, en essayant de survivre dans la famille Valem, le clan martial le plus puissant du royaume de Starland. S'il est au manoir du Pin Vert, alors la cérémonie de preuve à l'âge de 10 ans doit être terminée. La cérémonie est un lieu pour prouver ses capacités en révélant avec quel dieu on a contracté, et quelle compétence a été accordée. Plus le contractant est excellent, plus le rang du dieu est élevé, et la lignée directe des Valem a toujours été précieuse, mais il était la seule exception. Il n'avait aucune prouesse martiale ni aucun talent de naissance, car aucun dieu ne l'a choisi. Après cela, il a été chassé de la maison et envoyé au manoir du Pin Vert, où les ratés sont également exilés. Maintenant, seul lui, le plus grand raté de la famille, comprend le destin du monde à venir, une apocalypse que même tout son ciel bleu n'a pu arrêter.
Il se demande s'il pourrait même y arriver, car c'est une tâche monumentale à laquelle il doit maintenant faire face. On le voit trembler, mais il se ressaisit, en se disant qu'il ne peut pas se plaindre. Il ne s'agit pas de savoir s'il peut l'arrêter, il le doit, car si le monde finit, il mourra aussi. Il n'a pas d'autre choix maintenant. C'est la seule façon d'avancer. Et la première étape pour empêcher l'apocalypse, mais avant qu'il ne finisse sa pensée, le majordome s'approche de lui. Crash dit que son nom est Ariad. Ariad lui demande ce qu'il fait à cet endroit, et Crash dit qu'il avait oublié qu'il serait en vie à ce stade. C'est le seul majordome du manoir, et il a l'air si heureux de le voir. Ariad était le majordome qui s'occupait d'un raté comme lui, mais aussi, il connaît la vérité. Il demande à Ariad quand il compte utiliser le poison que son frère lui a donné, car il est le meneur qui l'a empoisonné à 14 ans, et lui a enseigné la première trahison de sa vie. On a un flashback sur sa vie antérieure. On voit une fille envoyer 4 hommes en l'air d'un seul coup. Tout le monde regarde alors qu'il atterrisse derrière elle. Ils sont tous impressionnés, se demandant si elle n'a vraiment que 15 ans, car les chevaliers ne peuvent même pas la toucher, et le titre de sainte de l'épée n'est pas juste pour la frime. Son nom est Charlotte Valem, et bien sûr, c'est la grande sœur de Crash. Pendant que tout le monde parle d'elle comme d'un talent qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans, ils disent que le Seigneur doit avoir de grands espoirs en elle. C'est seulement grâce à elle que la famille semble avoir un succès garanti. Son demi-frère écoute tout cela derrière eux, et son nom est Bélican. Il est furieux et dit qu'il va anéantir toute cette lignée. Mais Charlotte est un trop grand risque, car sa mère est redoutable. Il ne reste donc que le raté inutile dont il doit se débarrasser. Puis il en a discuté avec Ariad en disant qu'il allait d'abord tuer Crash. Et qu'il sait que Ariad est dans une situation difficile, sa carrière étant bloquée à cause de lui. S'il donne juste une seule goutte de ceci à Crash, le traitement de sa fille et tous ses problèmes d'argent seront résolus. Mais maintenant qu'il sait cela, il se demande pourquoi il hésite. Ariad dit que Crash est quelqu'un qu'il a élevé comme s'il était son propre fils. Alors comment pourrait-il lui faire ça? Bélican soupire, demandant s'il va vraiment choisir l'enfant de quelqu'un d'autre plutôt que sa propre chair et son propre sang. Frustré, il ne peut pas vraiment refuser les faveurs de Bélican et dit non. Plus tard, on voit du sang cracher sur le sol. Alors que Crash tend la main avec une voix brisée, on l'entend appeler Ariad qui s'étouffe dans son propre sang. Ariad s'excuse, et Crash explique que ce jour-là, Ariad était censé l'assassiner. Incapable de surmonter sa culpabilité, il a pris le ragoût empoisonné qu'il allait lui donner, et l'a mangé lui-même. Il dit à Crash qu'il est précieux comme un fils pour lui, et il se demande pourquoi il a accepté cela en premier lieu. C'est ainsi qu'il est décédé. De retour au présent, Ariad demande ce qu'il veut dire par poison. Crash lui demande s'il pensait vraiment qu'il ne saurait pas juste parce qu'il est un raté. Ariad a l'air inquiet, et Crash se demande s'il va finir par le coincer à nouveau. Crash dit que s'il compte continuer à faire l'idiot, alors soit. S'il n'avait pas été un raté depuis le début, il n'aurait jamais reçu ses ordres. Ariad se dit qu'il pensait qu'il ne s'en prendrait qu'à lui-même en apprenant qu'il l'avait trahi, ou qu'il pleurerait de colère. Mais Crash n'a fait ni l'un ni l'autre, et il lui a proposé de le suivre, ce qui signifie qu'il a changé par rapport au jeune maître qu'il a connu. Quelque temps plus tard, il s'arrête dans la bibliothèque. Ariad regarde autour de lui en se demandant pourquoi ils sont là. Crash frappe le mur et le pointe du doigt en disant à Ariad de le couper pour lui. C'est un majordome de la famille, donc ça devrait être un jeu d'enfant pour lui. Ariad dit bien sûr, et il commence à écarter les jambes avant de saisir sa lame, la chargeant d'Aura. Maintenant qu'elle est prête, il la balance et coupe le mur. Crash dit que c'est une coupe plutôt nette. Ariad demande pourquoi il y a un passage comme celui-ci, mais Crash lui dit simplement bien joué et entre. Ariad se dit que c'est bien ce qu'il pensait. Il est complètement différent de ce qu'il était hier. Il a une aura qui lui rappelle étrangement le Seigneur. Alors, qu'est ce qui s'est passé, bon sang? Crash, cependant, dit que cela lui rappelle des souvenirs. À l'époque, c'était après que tout ait été incendié. Mais cette fois, il a réussi à arriver ici avant que cela n'arrive. Ariad demande s'il doit aussi couper les chaînes, mais Crash dit qu'il n'en sera pas capable. Et il est temps pour lui de tester sa propre force alors qu'il utilise sa compétence cagoule noire. Elle commence à ronger la serrure jusqu'à ce qu'elle se brise et tombe au sol. Alors qu'il en prend la partie supérieure, Ariad est incrédule, Crash la laisse tomber en disant que c'est trop lourd. Et il est content de ne pas être rouillé. Ariad demande s'il a peut-être contracté avec le dieu. Crash réalise qu'il a fait une erreur car il n'avait pas de contrat à ce moment-là. Il dit que c'est un dieu insignifiant. Quant à la bibliothèque, il peut faire un rapport à son père s'il le souhaite. Ariad a l'air surpris par cela. Il se dit que jusqu'à hier, ses yeux semblaient avoir perdu toute raison de vivre. Mais il a changé du jour au lendemain grâce à un contrat avec un dieu. Il a donc dû obtenir une compétence puissante. Après tout, il partage le même sang que le plus grand génie que les Valem ait produit, Charlotte. Et même s'il n'est pas tout à fait à son niveau, il ne peut même pas dire où le nouveau jeune maître pourrait se situer. Il déglutit, puis l'interpelle, disant qu'au moins jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que tout ce qu'il essaie de faire soit terminé, il ne dira rien à personne. Crash réalise que c'est mauvais, car c'est un effet papillon. Il a agi différemment du passé,
alors maintenant des événements imprévus se produisent. El-Ariad actuel est différent, mais celui qui l'a trahi vivra toujours dans ses souvenirs. Peut-être que Arthur a aussi souffert de cet écart. Et c'est pourquoi il pensait que la régression était une malédiction. Crash dit que s'il guérit la maladie de la fille d'Ariad, il devra lui jurer fidélité. Mais c'est une bonne occasion pour lui d'augmenter le nombre de pions qu'il peut utiliser pendant qu'il est ici. Il dit à Ariad de faire comme il le souhaite, mais qu'il laissera la discussion sur sa fille pour plus tard. Car sa priorité est d'entrer dans la bibliothèque secrète. Alors qu'elle commence à s'ouvrir, une vive lumière violette apparaît. Crash a l'air choqué et évite de justesse l'attaque qui en jaillit. Il commence à halter, disant qu'il a enduré tant de malédictions de la corrosion du monde, mais que cela lui donne encore la chair de poule. Il ne fait aucun doute que le tome secret qu'il cherche est ici. En repérant celui qui a une faible lueur violette, il dit que la bibliothèque secrète du pavillon contient un livre où ses ancêtres, considérés comme des échecs, et la famille ont consigné l'intégralité de leurs techniques et de leurs souvenirs. Ce n'est pas une compétence, mais un produit de l'humanité. Un endroit où il gardait les tomes secrets pour atteindre le sommet. Au début, c'était un endroit accessible à tous, mais c'est devenu une bibliothèque secrète à cause d'une seule personne. Et c'est le pire échec de l'histoire des Valem. Demery. Bien qu'il ait été connu comme le plus grand échec de la famille, il a aussi été consumé par la corrosion du monde et est devenu si fort que personne ne pouvait le toucher. Le tome secret laissé par lui est maintenant entre ses mains alors que Crash dit à ses ancêtres qu'il est désolé, mais que c'est son tour. On en apprend plus sur Demery. Plus précisément, que certains des guerriers les plus puissants du monde l'ont défié. Il était un mur qu'il ne pouvait même pas commencer à escalader. Il a quelque chose appelé le sang extrême. C'était parce qu'il avait incorporé la corrosion du monde dans son corps et possédait un art secret dément pour manier ce pouvoir. La moitié du livre était brûlée, donc il ne comprenait pas pourquoi Demery avait fini comme ça. Il se demande s'il n'est pas devenu fou parce qu'il ne pouvait pas contrôler le déchaînement de la corrosion. Quand il y pense, il a déjà été frappé par la malédiction de la corrosion du monde, mais il a pu l'affaiblir avec sa propre compétence et a réussi à l'endurer en la compensant avec d'autres malédictions. Si le même principe s'applique au déchaînement du venin de sang ultime, et qu'il vole une malédiction qui contrôle ce déchaînement pour le compenser, il fusionnerait son pouvoir avec celui de Demery, créant quelque chose qui défie le monde, et il deviendrait un être insondable. Crash dit alors à Ariad qu'à partir d'aujourd'hui, il doit s'assurer que personne n'entre dans le pavillon, et que c'est un ordre direct. Il dit compris et s'en va, mais tout en marchant, il y repense. Il a fermé les yeux sur son erreur, alors il va lui rendre cette gentillesse, et il refusera la proposition de Bélican parce que son jeune maître est Crash. Bélican est absolument furieux, demandant s'il refuse vraiment sa proposition pour ce crétin. On ne peut pas garder des déchets comme ça dans la famille. Les deux enfants de cette lignée doivent être éradiqués. Et sans le sang immonde de cette femme qui leur barre la route, lui et sa sœur Lilache auraient conservé leur place dans la lignée directe. Frustré, il crie pour appeler son propre majordome. Il lui dit d'aller là où se trouve Crash immédiatement, et de découvrir pourquoi le majordome a changé Davis. Il dit cependant qu'ils ne peuvent pas entrer. Bélican demande pourquoi, et il explique que le majordome de Crash a scellé l'entrée, empêchant quiconque d'entrer dans le pavillon, même le chef de famille. Bélican dit qu'il ne peut pas être aussi fou, et que cet échec arrogant doit préparer quelque chose. Alors que Crash médite, il dit qu'il a enfin atteint le niveau expert débutant. Il explique comment fonctionnent les niveaux, et qu'il y a plusieurs étapes. La première étape est utilisateur d'aura, l'état de celui qui vient de l'apprendre. La deuxième est expert en aura, l'étape avec le plus d'utilisateurs, et aussi la frontière qui sépare l'ordinaire du génie. Il vient à peine d'atteindre le domaine de l'ordinaire alors que Charlotte, qui n'a que 2 ans de plus, est un maître de l'aura. Son talent est vraiment exceptionnel, mais même Charlotte, un monstre extraordinaire, était impuissante face à la destruction. Comparé à Charlotte, il n'est encore qu'un expert débutant, alors il ne sait pas vraiment s'il peut sauver ce monde. Il entend la voix de son ancien lui dire qu'il ne le saura pas s'il n'essaie pas. Inutile de débattre. Pour commencer, il ne pouvait même pas utiliser l'aura avant la régression. Maintenant, c'est différent. Même s'il ne peut pas rivaliser avec Charlotte, il peut progresser s'il a l'art secret laissé par un autre échec, tout comme eux. Il réalise que son doute était injustifié, car il deviendra très certainement un être différent de ce qu'il était auparavant. Il sort alors que Ariad le salue, le félicitant d'avoir atteint le stade d'expert débutant. Crash dit que ce n'est pas grand-chose, mais plus important encore, pourquoi est-il là? Il dit que sa fiancée, Dame Bianca, est entrée dans le pavillon. Crash est surpris, disant que Bianca a le titre de démon blanc. Elle est la meneuse qui est devenue un pion des dévoreurs de monde, et elle a essayé de détruire le monde. Après avoir vaincu l'un des 10 plus forts célestes, elle a gagné ce surnom. Pour l'instant, elle n'est que la plus jeune fille de la famille Ardenhardt. Ce n'est rien de plus qu'un mariage politique. Pendant que sa famille gouverne le Nord, la famille Valem se débarrasse d'un échec inutile et gagne une connexion avec la plus puissante famille de maréchaux. Tous deux sont utilisés pour la commodité de leur famille, et il avait en fait affaire à elle. On en apprend plus sur elle. Bianca Ardenhardt est la plus jeune fille de la famille Ardenhardt, souverain du Nord.
Parce que sa mère a été affligée par la malédiction de la corrosion du monde avant sa naissance, elle subit la malédiction de la poupée de neige, ce qui signifie qu'elle est dépourvue d'émotions depuis sa naissance. La malédiction, ayant atteint son âme, ne peut être brisée par un dissipateur, et elle ne peut pas passer de contrat avec un dieu à cause de son corps corrompu. Elle a été traitée comme une enfant maudite, née en échange de la vie de sa mère. Elle a été traitée froidement au sein de la famille Ardenhardt. Il dit qu'il ne sait pas si elle le déteste ou non. Tant que cela n'entrave pas le scellement de sa malédiction, ça devrait aller, car la poupée de neige est la malédiction dont il a besoin pour contrôler le déchaînement du venin de sang ultime. Il dit à Ariad que ce serait mal vu qu'elle se présente dans cette tenue. Ariad dit exactement, alors il a déjà tout préparé pour qu'elle se change. Crash le remercie, disant à Ariad de la faire entrer et de lui demander d'attendre. On apprend que 5 mois auparavant, il a repoussé sa main d'une tape, lui ordonnant de partir. Elle n'est de toute façon intéressée que par le pouvoir de sa famille, alors elle devrait arrêter de se comporter comme sa fiancée. Et puis il a claqué la porte après l'avoir mise dehors. Elle n'a jamais vraiment voulu venir ici, et son père dit que la seule façon pour la famille Ardenhardt de survivre est de compter sur les Valem. Sa sœur est d'accord, disant qu'elle a un joli visage, à défaut d'autre chose, alors elle peut sûrement séduire le plus jeune. Elle ne voulait clairement pas le faire, mais tous les membres de sa famille ont fait pression et l'ont forcée à assumer le rôle de sa fiancée. Elle dit que même sans émotion, elle peut toujours distinguer le bien du mal. Elle dit que si elle n'avait pas été forcée à un mariage politique, un perdant pessimiste et grossier comme lui ne se serait jamais approché d'elle, car elle l'aurait rejeté au premier regard. Le flashback se termine avec Crash disant qu'il est désolé. Il n'arrive pas à croire qu'on ait servi un thé aussi chaud à quelqu'un avec un palais aussi sensible que le sien, et il en parlera à la servante plus tard. Elle semble juste confuse. Aussi, pour une raison quelconque, il est couvert d'égratignures. Il dit que comme il fait beau, il devrait se promener dans le jardin, car il doit y avoir plein de fleurs qui ne poussent pas dans le nord. Il dit à Ariad d'apporter des biscuits aux noix de macadamia dans le jardin. Il dit certainement alors que Crash l'a conduit dehors, et lui dit que ça a dû être difficile de venir jusqu'ici. Elle dit que puisqu'ils sont fiancés, des occasions de se rencontrer comme celle-ci sont nécessaires. Il demande si c'est le cas. Disant que pour une fiancée, on dirait qu'elle s'adresse à un officier supérieur plutôt qu'à son promis. Toujours confuse, elle dit que quelque chose ne va pas. Lorsqu'ils se sont rencontrés auparavant, ses yeux semblaient beaucoup plus morts et déprimés. Mais aujourd'hui, il est comme une personne différente. Outre le fait qu'elle aime les biscuits aux noix de macadamia, ce n'est pas quelque chose qu'elle lui a déjà dit. Maintenant qu'ils sont dehors, elle lui demande s'il est vraiment Crash ou non. Il la fixe du regard et réalise qu'il a peut-être agi très différemment de d'habitude, alors qu'il commence à libérer une intention meurtrière. Cela la surprend, et elle s'excuse, disant que c'était déplacé. Il dit que ce n'était pas son intention. Ses souvenirs de cette époque sont flous, alors il ne se souvient pas comment il la traitait. Mais la seule chose dont il se souvient, c'est que cette expression est celle qu'elle portait le jour de sa mort devant le manoir de glace de la mer du Nord. Il se dit que pour l'instant, il va essayer de s'en sortir par le dialogue. Il dit qu'elle aurait raison de le trouver différent, car il a récemment conclu un contrat avec un certain dieu. Elle dit que cela pourrait expliquer son changement de personnalité, et le félicite. Il dit qu'il a quelque chose à lui proposer. Elle demande ce que c'est. Parce que s'il a passé un contrat avec un dieu, que pourrait-il bien vouloir d'elle? Elle demande sans détour si les fiançailles sont rompues, et il lui demande pourquoi elle penserait ça. Il dit qu'il comprend qu'elle ne veuille pas épouser quelqu'un comme lui. Elle dit qu'il recommence à se déprécier, mais se demande aussi pourquoi son estime de soi est si basse alors qu'il est un Valem. Elle soupire, lui rappelant qu'elle est sa fiancée, et que cela ne va pas changer. Il se demande quand il a entendu des paroles sans mensonge pour la dernière fois. Il lui dit qu'il va revenir au sujet principal. Avec sa capacité éveillée, il aimerait prendre sa malédiction de la poupée de neige. Elle trouve cela surprenant, car même de célèbres briseurs de malédictions n'ont pas pu la lever. Elle lui demande alors s'il a l'intention de la prendre sur lui. Il dit qu'il veut l'utiliser. Elle sait qu'il est traité comme un échec, et si c'est le cas, il doit y avoir un fossé entre lui et la lignée directe. Peut-être qu'il est juste fatigué de tout ça au point de vouloir effacer complètement ses émotions, et elle se demande si c'est ce qu'on appelle une maladie du cœur. Un mage mental qu'elle a connu a dit un jour que lorsqu'une personne atteint ses limites mentales, elle devient la proie de la maladie du cœur. Si l'on succombe à cette maladie, on peut sauter la vie, ou devenir soudainement gentil comme si on était une personne complètement différente. Mais c'est un moment très dangereux. De tels comportements sont des signaux avertissant de leur fin imminente. Si quelqu'un de proche d'elle devient comme ça, elle doit rester à ses côtés. Elle lui prend la main, disant que tout ira bien car elle sait qu'il peut surmonter ça. Il a juste besoin de contrôler ses émotions sans compter sur la malédiction. Il lui dit qu'il pense qu'il y a un malentendu, mais elle répond qu'elle viendra le voir souvent à partir de maintenant. Et elle est sûre que si elle demande à son père, elle pourra vivre à proximité. Il est confus, disant qu'il pensait qu'elle le détestait peut-être, puisqu'elle n'a jamais voulu de ses fiançailles. Elle dit que même si c'était vrai, elle ne peut pas abandonner quelqu'un au bord du gouffre. Réalisant qu'elle ne nie pas ne pas vouloir l'épouser,
il dit qu'il comprend qu'elle est du genre à foncer tête baissée une fois décidée, mais qu'elle fait une énorme erreur. Si elle ne le laisse pas prendre la malédiction, peut-être devrait-il essayer d'activer sa compétence en secret. Alors qu'il utilise la capuche noire sur elle, celle-ci commence à l'envelopper, volant sa malédiction, mais génère une condition de déverrouillage. On voit enfin à quoi ça ressemble car il a l'air horrifié, car cela lui dit qu'il doit devenir son ami. Mais il y a aussi un autre verrou. Il dit qu'un double verrou est problématique, car c'est une malédiction qu'elle porte depuis sa naissance, reconnue comme une partie de son corps, et à laquelle une valeur a été attribuée, même si les malédictions ne sont pas censées générer de verrou. La condition de déverrouillage est de devenir son ami. C'est encore plus difficile que de devenir son fiancé. Elle n'a pas d'émotion, donc elle montre rarement de l'intérêt pour quoi que ce soit. Cela dit, la renvoyer chez les Hardenharts ne ferait qu'accélérer le moment où elle deviendra le démon blanc. Alors il la gardera à ses côtés, et cherchera une occasion de le déverrouiller. S'il peut l'empêcher de se transformer en démon blanc et mettre la main sur la poupée de neige, il fait d'une pierre deux coups. Pour l'instant, faire ce qu'elle dit est la meilleure méthode. Il lui reprend les mains, disant que cela le rend heureux et qu'il est reconnaissant de pouvoir voir sa fiancée si souvent. Mais elle dit qu'elle ira confirmer avec son père en retour, et il la raccompagne un peu plus tard. Il se dit qu'il faudra probablement un autre mois avant qu'elle ne revienne, et qu'il devrait lire autant de tomes sur les arts secrets que possible d'ici là, car les choses vont s'accélérer. Littéralement le lendemain, il ouvre les portes à des gens qui déposent des boîtes alors qu'une calèche s'arrête, livrant le tout. Et elle le salue, disant qu'à partir d'aujourd'hui, elle vivra au manoir du Pain Vert. Quelque temps plus tard, Crash se réveille et voit Bianca en train de baver. Il lui demande pourquoi elle dort encore ici, car si on la voit avec quelqu'un comme lui, les gens se méprendront. Elle se réveille en disant bonjour, lui demandant pourquoi il est là, et il répond que c'est à lui de poser la question. Il part ensuite directement à l'entraînement, se disant que ça fait déjà quelques mois qu'il vit avec elle. Après son arrivée, disant qu'elle serait sous sa responsabilité, il a été surpris qu'elle ait déjà emménagé. Elle dit que son père lui a dit que ce n'était pas un problème, et lui a donné sa permission instantanément. Mais Crash demandait plutôt si ça allait pour elle de vivre loin de sa famille, car elle n'a que 12 ans. Il se dit que comme elle n'a pas d'émotion, son affection s'estompe aussi, et peut-être qu'elle n'en a aucune pour sa famille, mais que c'est peut-être une bonne occasion de devenir son ami. Alors qu'il marche, il se dit que cela s'est passé en été, et c'est maintenant déjà l'hiver, et l'année est presque terminée, ce qui signifie que l'ouverture de l'Académie Raren se rapproche de plus en plus. Il explique que l'Académie Raren est une académie établie par les 4 grands royaumes de l'Empire, collaborant pour former ceux qui peuvent s'opposer à la corrosion du monde. Ceux âgés de 15 à 20 ans peuvent y assister. Avant sa régression, c'était une académie qui a produit de nombreux membres de Ciel Bleu possédant des compétences surpuissantes, et c'est à cause de ces salauds qu'il a souffert. Mais maintenant, il connaît leurs faiblesses mieux que quiconque, ce qui signifie qu'il pourrait aussi voler leurs compétences. Le plan est de voler chacune de leurs compétences une fois qu'il entrera à l'académie. Il aura 14 ans l'année prochaine, il lui reste donc un an avant l'inscription. Il doit donc devenir aussi fort que possible d'ici là, mais le problème est qu'il commence à atteindre les limites de son talent. Avec seulement le tome secret, le niveau débutant d'expert est sa limite. Pour surmonter ce mur, il n'a d'autre choix que de voler sa malédiction dès que possible, et d'apprendre à utiliser le venin de sang ultime. Il sort de la salle d'entraînement en lui demandant si elle attendait vraiment encore aujourd'hui. Elle dit, bien sûr, qu'elle ne peut pas le laisser seul. Il se dit qu'elle le suit partout comme un oisillon depuis l'été. Il se demande quand elle commencera à le voir comme un ami. Il se dit qu'il devrait peut-être sortir s'amuser ou quelque chose comme ça. Ariad l'informe qu'une invitation est arrivée du Sanctuaire des Étoiles. C'est une fête pour les mineurs du royaume de Starlin, organisée une fois par an. La plupart des gens y assistent, car c'est un lieu où ils socialisent et étendent leurs relations. Sauf cas exceptionnel. Il dit qu'il avait en fait oublié, le remerciant pour l'explication. Comme il était un reclus avant sa régression, ses souvenirs de cette époque sont flous. Il sait que ce type se montrera probablement aussi. Bien sûr, il ne dit pas qui. Donc, s'il y assiste, il pourra tenir sa promesse à Ariad. De cette façon, il ne fera plus jamais rien d'irréfléchi. Il dit à Ariad qu'il y assistera. Bianca dit qu'elle y va aussi. Ariad dit compris et Sen va. Bianca dit que les participants du Sanctuaire des Étoiles essaieront probablement de le critiquer. Il dit qu'elle a raison. Il ne sait pas non plus ce qu'ils lui diront, alors il vaut peut-être mieux qu'elle n'y aille pas. Elle dit qu'elle le doit, car c'est le devoir d'une fiancée de protéger son partenaire. Il lui tapote la tête, disant qu'il ne demande pas en tant que fiancé, mais ses sentiments honnêtes. Elle dit qu'il montre à nouveau cette expression compatissante. Depuis quelques mois, il est anormalement gentil avec elle. Presque tous les jours. Elle dit que c'est chaleureux. Elle n'a jamais été traitée avec autant de gentillesse, même dans la maison des Hardenard. Au point qu'elle ne se souvient même plus à quel point sa première impression de lui était terrible, car il est gentil avec elle, et maintenant elle ne le déteste pas. Elle dit qu'elle l'accompagnera, non pas en tant que sa fiancée, mais de sa propre volonté. Il sourit, en disant qu'il comprend. Quelque temps plus tard, ils sont dans la calèche,
et il observe le pavillon où la fête aura lieu. Il dit que c'est un quartier de dingue qui l'ont loué, et que c'est le lieu touristique le plus célèbre de la région, se demandant s'ils sont juste pétés de thunes. La raison pour laquelle les nobles sont respectés dans ce monde est qu'ils peuvent combattre la corrosion du monde à la place des roturiers, et pourtant ces gens obsédés par les fêtes au lieu de l'entraînement sont censés être leur avenir. Il doute qu'il y aura beaucoup de gens respectables ici au sanctuaire. Tout le monde annonce leur arrivée, et tout le monde commence instantanément à les incendier, les traitant de ratés, disant que c'est un gâchis que Bianca soit si jolie alors qu'elle est maudite. Mais ça colle bien que les deux ratés soient fiancés. Crash s'énerve, et un des autres jeunes dit que quelqu'un d'intéressant est arrivé. Crash explique que ce sont de vrais nobles. Ceux qui rejoindront plus tard le ciel bleu. Le garçon tigre s'appelle Barack Ogma. C'est son vrai nom, Barack. C'est fou. Peut-être qu'il se présentera à la présidence. Il y a Lapi, Elfin Emilia, et l'Arc de Bois, Annex Glaser. Ces trois-là seraient connus comme les trois héros de Starlin. La raison pour laquelle il s'intéresse à lui est très probablement à cause de Charlotte. On a un flashback où elle dit à Crash de bien écouter, car tous ces gens lui parlaient juste parce qu'elle portait une robe comme celle-ci. Et c'était dommage que personne ne puisse la battre. Et on pourrait tout aussi bien appeler ça un dépotoir. C'était ennuyeux, alors elle n'ira pas la prochaine fois. C'est comme ça qu'elle scène est vantée ce jour-là. Et à en juger par l'atmosphère, elle a probablement déjà fait un carnage. Bianca lui tire le bras, lui disant d'ignorer toutes les voix autour d'eux. Il dit qu'il se souvenait seulement de ce qu'elle avait dit, et qu'il semble qu'elle se fiche d'avoir été critiquée aussi. Et c'est surprenant qu'elle s'inquiète pour lui dans une situation pareille. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car il s'en fiche. Et il dit qu'un type assez intéressant devrait bientôt arriver. L'annonceur dit que Darling d'Enfalian est arrivé. Crash dit, quand on parle du loup, c'est la personne la plus excentrique parmi les excentriques. Alors que Darling salue tout le monde, il explique que Darling est le seigneur du château de l'alchimie. On a un flashback de sa vie précédente quand il a rencontré Darling pour la première fois. Darling a dit que tout son corps est couvert de malédictions, se demandant ce qui s'est passé pour que ce soit si grave. Darling lui a alors attrapé la joue en disant que pour les malédictions de combat de type corrosion, ils doivent combiner ceci et cela, mais que ça semble possible. Puis il demande s'il serait intéressé pour devenir un sujet de test. Au fait, Darling est un homme. Crash ne répond pas et Darling dit qu'il va simplement commencer. Puis Crash a eu l'air horrifié alors que Darling s'approchait pour l'embrasser. Il lui a mis un uppercut, demandant s'il était fou. C'était sa première rencontre avec un homme qui serait plus tard appelé le roi de l'alchimie et le meilleur du monde. Les gens se sont mis à saluer Darling, et certains l'appelaient même un type bizarre pour plaisanter. Crash dit qu'il n'y a aucune chance que ce chercheur d'attention ne vienne pas à un endroit où les gens de son âge se rassemblent. Il s'approche alors d'une table, prend un tas de collations et les tend à Bianca en lui disant d'attendre. Elle fait la moue en disant d'accord, et il commence à s'approcher de Darling. Darling dit qu'il a l'impression de l'avoir déjà vu. Crash se présente. Darling dit qu'il ressemble un peu à Charlotte et demande s'il est vraiment le jeune frère de Charlotte, mais se demande ce qu'il lui veut et si par hasard son apparence a attiré son attention. Crash dit que récemment, il semble qu'il ait fouiné à propos de la corrosion du monde et que cela pourrait peut-être piquer un peu son intérêt. Darling dit que c'est un gamin provocateur, mais puisqu'il a piqué son intérêt, de se préparer. Il se dirige vers une autre pièce, et Darling demande à Crash quel âge il a. Crash dit qu'il a 13 ans, demandant si c'est si important. Darling attrape des épées d'entraînement en disant qu'il a l'air jeune, mais que son aura est totalement différente. Crash dit qu'à l'intérieur, c'est un adulte diplômé après tout, mais il dit à Darling qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors il aimerait en venir rapidement au sujet principal. Darling lui dit alors de parler franchement et lui lance une épée en lui disant de l'attraper. Crash est surpris. Darling l'attaque instantanément. Il le bloque et Crash demande ce que diable Darling est en train de faire. Darling dit qu'il a rencontré le jeune frère de Charlotte et qu'il voulait juste voir ses compétences de ses propres yeux. Crash dit qu'il est vraiment pénible. Darling dit alors qu'il pensait qu'il avait quelque chose à discuter et de le dire car il écoute. Crash s'énerve et envoie son épée voler. Darling dit qu'il pensait qu'il était censé être un raté sans compétences. Crash dit que malgré les apparences, il s'entraîne tous les jours. Mais c'est délicat car il doit utiliser des techniques secrètes contre un érudit, et qu'il devrait peut-être le secouer un peu. Il lui dit qu'il pourrait aider sa recherche sur la neutralisation des malédictions. Darling demande ce que diable il connaît à l'alchimie pour qu'il dise qu'il va coopérer avec lui. Crash se prépare et comble la distance, mettant la lame à sa gorge en disant que leur recherche vise à neutraliser la malédiction des dévoreurs de monde, que les dissipateurs n'ont toujours pas réussi à briser en utilisant d'autres malédictions. Pour devenir un alchimiste de premier ordre, Darling doit prouver cette recherche et qu'il l'aidera à le faire. Avec sa compétence. Parce qu'elle vole les malédictions. Darling réalise qu'il n'était pas juste un raté sans compétence et sourit en disant que si ce qu'il dit est vrai, c'est une occasion parfaite de prouver simultanément l'offre, la demande et la neutralisation des malédictions. Demandant ce qu'il doit faire en retour. Se demandant s'il a peut-être besoin d'un petit ami. Crash demande ce qui ne va pas chez lui,
disant qu'il va simplement acquérir plusieurs malédictions à l'avenir et qu'il veut qu'il fabrique des médicaments pour réduire ces malédictions. Darling dit que c'est sa spécialité et Crash dit que voler des compétences seul n'est pas suffisant. Même Ciel Bleu, qui pouvait utiliser des compétences de niveau triche, n'a pas pu empêcher la destruction. Donc, un raté comme lui doit utiliser tous les moyens possibles, que ce soit des médicaments ou autre chose. Darling dit qu'il a entendu dire qu'il avait perdu sa motivation en étant constamment comparé à Charlotte, mais il semble que ce ne soit pas le cas. L'une est un génie écrasant et l'autre semble être une personne tordue et il commence à rougir en disant que les deux frères et sœurs sont géniaux. Mais il a une question, demandant s'il va bientôt rejoindre l'Académie Raorn. Crash dit que c'est évidemment le bon choix et il commence à avoir des frissons. Mais Crash la rejoint pour voler des compétences. Darling dit que si c'est le cas, il fera tout, mélanger des médicaments ou autres, et si ça implique des malédictions, il est preneur. Crash dit que ce type n'a pas changé, ni à l'époque, ni maintenant. Crash dit qu'à part ça, il y a encore une chose qu'il veut demander. C'est à propos de la maladie de décoloration. Darling dit que cette maladie incurable rend la peau bleue et noire et mène finalement à la mort. Crash lui demande un remède et Darling est confus, demandant s'il ne sait peut-être pas ce que le mot incurable signifie, disant que c'est impossible même pour lui. Crash dit que même ainsi, il finit par le faire en soupirant avant de tendre le poing en disant qu'il sait qu'il peut le faire. Darling dit que sa fierté ne le laissera pas dire non et lui tape le poing. Crash dit alors que quand le médicament sera prêt, de le déposer chez lui. Darling dit qu'il le livrera lui-même alors, et Crash dit que quelque chose le tracasse depuis un moment, disant qu'il pensait qu'il aimait sa sœur. Il dit qu'il aime beaucoup Charlotte. Crash lui demande alors pourquoi il a parlé de petit ami, et Darling demande s'il ne comprend vraiment pas, mais réalise qu'il n'est encore qu'un enfant et dit que probablement non, mais qu'il aime aussi les hommes, puisqu'il est des deux bords. Crash commence à avoir la chair de poule et s'enfuit en disant non. Darling lui dit d'attendre et Crash dit qu'il était ce genre de type, maintenant qu'il y pense. Puisqu'il a essayé de l'embrasser, quand il sort, il voit une foule se former à l'extérieur et Crash réalise que quelque chose ne va pas alors qu'on voit quelqu'un agripper Bianca si fort qu'il lui fait mal au bras. Crash arrive en trombe et donne un coup de pied au visage du type, l'envoyant valser en arrière, et lui demande qui diable il est pour essayer de prendre sa fiancée de force, et qu'il a intérêt à s'expliquer. Le type demande ce qu'il veut dire par de force. Crash dit qu'il essayait de mettre la main sur une fille de 12 ans, le traitant de merde d'aimer ce genre de choses, et demandant s'il est dans les dossiers des Epstein. Le mec dit qu'il n'a aucune idée de quoi il parle. Il ne faisait que suivre les ordres de la princesse Claudia. Crash demande s'il veut dire Claudia Starling. Il dit que c'est exact. On lui a dit de la ramener, mais Bianca a dit qu'elle ne bougerait pas. Il n'avait pas d'autre choix que de la traîner comme ça. C'était un ordre royal. Crash dit qu'elle est la plus jeune fille de la famille Ardenard, les souverains du Nord. Mais à cause de la malédiction, sa réputation parmi les nobles est basse. Pourquoi la princesse, qui a toujours été un sujet loyal, se donnerait-elle la peine de la convoquer? Quelque chose ne va pas, et il pourrait y avoir une sorte de lien qu'il n'avait pas fait jusqu'à maintenant, et il réalise que c'est à cause des annexes. Il s'énerve, disant qu'il suivait sa sœur avec tant d'insistance, mais après sa défaite à la Terre Sainte des Étoiles, même s'il détestait Charlotte, il ne pouvait pas abandonner son admiration. Finalement, il est devenu tordu. Et comme il ne pouvait pas battre Charlotte par ses propres moyens, il a jeté son dévolu sur lui, son jeune frère. Il soupire parce qu'il force Bianca à faire ça et accepte d'y aller, mais dit qu'il va voir Annex au lieu de Claudia. Il demande pourquoi il va voir Annex, et Crash dit que même s'il sert la princesse, il ne sait pas qui lui a ordonné de faire ça et qu'il a dû prendre de mauvaises habitudes. Et il prend la main de Bianca en disant qu'il est temps d'y aller. Ils avancent dans le couloir, et il se demande pourquoi Bianca a refusé d'y aller. Il pouvait deviner le cerveau de l'opération car il avait déjà vécu cela, mais à 12 ans, elle n'aurait pas dû être capable de comprendre la situation. Alors pourquoi a-t-elle ignoré les ordres d'une princesse? Crash lui demande alors pourquoi elle ne l'a pas fait, et elle dit que c'est parce qu'il lui a dit d'attendre. Il est surpris, sourit, et lui tapote la tête en lui disant qu'elle a bien fait. Alors qu'il continue dans le couloir, il tombe sur Barak qui se réveille d'une sieste, demandant s'il est vraiment venu. Il dit qu'il est là pour voir Anax. Barak dit que Anax a dit de laisser entrer Crash une fois qu'il serait arrivé. Crash dit qu'il pourrait finir par devoir le combattre, et il est discrètement content que Anax lui ait donné l'ordre de le laisser entrer. Barak dit qu'il était en fait curieux à son sujet et qu'il veut un combat. Crash dit que ça allait finir comme ça après tout, mais lui dit que les combats sont interdits sur la Terre Sainte des Étoiles. Barak dit qu'il a combattu Charlotte, et que ce serait amusant s'il le combattait aussi. Crash dit qu'il a bien entendu que Barak a combattu sa sœur et a tenu plus longtemps que Anax. Même s'ils sont tous les deux des experts, le niveau de Barak est légèrement plus élevé, mais son sens du combat est si imprévisible qu'il ne peut pas lire son prochain mouvement. Avant de rencontrer Anax, il aimerait éviter de le combattre, mais en regardant ses yeux, il ne va pas abandonner. Il serre le poing et accepte. Barak lance la première attaque, qui est esquivée en passant en dessous. Crash réplique avec une contre-attaque, mais Barak fait une roue arrière et l'esquive. Mais Crash s'y attend et lui donne un coup de pied en pleine roue,
puis court rapidement vers lui, le frappant avec un coup de poing d'un pouce directement dans le ventre. Barack commence à tousser par terre, et Crash soupire. Barack le traite de sans pitié, et Crash dit que c'est lui qui l'a défié. Barack dit quand même qu'il veut aller chercher ses armes et recommencer. Crash demande pourquoi il pense même à ses armes parce qu'il ne peut plus continuer. Barack se met à saigner abondamment du nez, demandant ce qu'il veut dire avant de s'effondrer sur le sol. Bianca demande ce qui s'est passé. Crash dit qu'il a utilisé une technique secrète des Valem sur lui. Il y a longtemps, un raté de la famille a conçu ce coup de poing, et c'est une technique secrète qui délivre une puissance destructrice maximale sur la plus courte distance. Si les conditions sont réunies, elle peut même causer des dommages internes. Avant son retour dans le passé, c'était la seule technique qu'il a pu sauver du manoir en flammes. Grâce à cela, il a survécu à d'innombrables situations de vie ou de mort. Il a utilisé sa meilleure technique, donc il ne se relèvera pas avant un moment. Mais maintenant, ils peuvent continuer. Une fois la porte ouverte, on voit Anax et Elphin. Et Elphin court rapidement vers Barack. Anax dit que c'est hilarant qu'il ait vraiment vaincu Barack, et Crash dit qu'il veut juste savoir pourquoi il a utilisé la seconde princesse pour l'attirer ici, et qu'il se tenait ici précisément pour qu'il combatte Barack. Anax demande comment il l'a réalisé, disant qu'il est différent de ce qu'il a entendu, et que les rumeurs étaient peut-être fausses. Crash dit qu'il sait que c'est lui qui a répandu la rumeur qu'il était un raté. Cependant, s'il perd contre lui aujourd'hui, les rumeurs vont un peu changer à partir de maintenant, parce qu'il va voler sa compétence. Anax le fixe en se demandant s'il est lent, mais Crash dit qu'il a été avec Anax jusqu'à la fin de Ciel Bleu. C'était un ancien ami, car ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Il le connaît bien. Par exemple, le fait qu'il n'est resté avec lui en tant qu'ami que parce qu'il lui était utile, et que cette utilité était la pire raison possible. Alors qu'on voit dans un flashback tous les autres se faire éliminer, Crash crie à Anax de l'aider. Mais Anax dit que s'il découvre que tomber dans le piège était de sa faute, il perdra sa place en tant que membre de Ciel Bleu. Mais s'il survit seul, personne ne le saura jamais. Crash demande s'il pense que c'est si facile. Les luttes de pouvoir internes sont déjà assez féroces comme ça. Il va se faire virer une fois qu'ils lui reprocheront la mort de tout le monde. Il rit en disant que ce n'est pas grave parce qu'il va tout lui mettre sur le dos de toute façon. Il est détesté par tout le monde, et ça va devenir un énorme problème, mais ça finira par couvrir tout l'incide. Et il le remercie d'avoir été son ami jusqu'à la toute fin. Crash dit qu'il ne l'a jamais considéré comme un ami, et il le sait. Il n'était avec lui depuis le début que parce qu'il en avait après Charlotte. Et aujourd'hui, il était dans la lune tout le temps juste parce que Charlotte se marie, et c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans ce pétrin. Anax dit que c'est exactement pour ça qu'il le déteste. Il n'a aucun talent, mais son intuition est aiguisée, et il essaie toujours de lui mettre des bâtons dans les roues. Et cette partie de lui est quelque chose qu'il déteste putain. Mais comme Charlotte se marie, cette relation se termine aujourd'hui aussi. Mais c'est probablement mieux comme ça. Après tout, Charlotte ne voudrait pas organiser des funérailles en même temps que son mariage, alors il va lui donner exactement ça. Crash commence à glisser et se demande si ça va vraiment se terminer comme ça. Au lieu de ça, Arthur l'a sauvé en lui demandant s'il allait bien, et c'est comme ça qu'il a fini dans son équipe. Crash dit que c'était le début d'un nouveau malheur, mais quoi qu'il en soit, Anax a été expulsé de Ciel Bleu à cause du témoignage des Arthur. Ça l'a énervé et il a même été rejeté par la princesse qu'il est allé épouser en désespoir de cause. Mais maintenant, pourquoi en a-t-il après lui? Anax dit alors que son visage et sa façon de parler ressemblent vraiment à ceux de Charlotte. Il lui dit de ne pas prononcer le nom de sa sœur si nonchalamment, et s'il pense que lui et sa sœur se ressemblent, il lui prouvera qu'il a raison. C'est le genre de personne qui ne recule jamais devant un combat. Anax sourit alors que Crash bondit et est bloqué par un arbre. Il l'utilise ensuite pour pivoter et lance une autre attaque, mais est à nouveau bloqué. Cette fois, il l'attrape et le projette en l'air avant de le renvoyer vers le sol. Il parvient à retrouver son équilibre devant Bianca, et dit que comme il le pensait, c'est pénible. Anax dit qu'il ferait mieux d'utiliser une arme si c'est tout ce qu'il a. Crash explique que c'est leur technique secrète, le style du bois renversant le ciel. C'est une technique secrète spéciale qui renforce les plantes avec de l'aura pour les manipuler à volonté. En utilisant une compétence de récupération pour faire proliférer les plantes, on peut compenser les limites de la technique. Crash dit que si c'est le cas, alors qu'il prend une branche d'arbre, il déclare qu'il utilisera son propre bois contre lui. Il rit en disant que si c'est le cas, d'essayer de se défendre avec cette branche. Alors qu'il esquive toutes les attaques, Anax est sans voix qu'il ait réellement réussi à esquiver ça. Il dit que ça aurait du sens s'il était un génie comme Charlotte, mais un raté comme lui. Il se demande s'il a peut-être éveillé son œil de l'esprit ou quelque chose du genre. Crash, cependant, n'est rien de moins qu'un ennemi naturel pour Anax car il a vu ses capacités jusqu'à en avoir la nausée avant la régression. Il réduit la distance en demandant s'il est à nouveau distrait par Charlotte. Anax s'énerve en disant que ce n'est pas parce qu'il écoutait tranquillement. Il invoque autre chose. Crash recule, et il lui dit de surveiller son langage car il y a maintenant un géant derrière Anax. Il lui dit de faire attention à partir de maintenant. Elphin revient de l'intérieur en disant qu'il ne doit pas faire ça car si cela le touche directement,
les conséquences seront irréversibles. Crash ferme les yeux en se disant que parmi les livres du manoir, il y en avait un qui était le plus fin de tous. Son auteur était un ancêtre qui a manié son épée sans relâche jusqu'à l'âge de 80 ans. Il ne possédait tout simplement aucun talent, mais c'était un homme qui répétait sans cesse des pratiques banales. Le manuel écrit dans ses dernières années était court, documentant simplement sa pratique, mais la technique exigeait un état d'unité du soi et de l'objet, un royaume inaccessible par une brève étude martiale. Cependant, comme il a été poussé dans des situations similaires d'innombrables fois à cause de sa malédiction, il est capable de comprendre la technique secrète de son ancêtre. L'épée devient lui et il devient l'épée. Alors qu'il frappe vers l'avant, il fend le géant et toutes les attaques intermédiaires. Crash dit que c'est une vérité vraiment simple. Après que son épée se brise, tout le monde le regarde avec incrédulité. Bianca reste impassible car, bien sûr, elle n'a pas d'émotion. Au milieu de la poussière, Crash lui dit qu'il a intérêt à ne plus jamais faire le malin et laisse tomber le bâton par terre en lui demandant s'il a compris maintenant. Annex tombe à genoux, et Crash est assis là, haletant, disant qu'il avait prévu de se retenir juste assez pour faciliter le vol de la compétence. Mais comme il a tout mis dans ce seul coup, il ne peut plus bouger un muscle. Il ne peut même pas dire un mot alors qu'il se met à trembler. Bianca court rapidement derrière lui et le serre dans ses bras, disant qu'elle va le soutenir. Puis elle le serre trop fort. Darling accourt, disant qu'à ce rythme il va mourir, et qu'il va s'en occuper. On voit alors Darling le porter sur son dos, et tout le monde se demande ce qui s'est passé jusqu'à ce que quelqu'un répande la rumeur qu'il a vaincu Annex. Darling dit que ça n'a pas mis longtemps à prendre de l'ampleur, et qu'il n'avait rien prévu de tel. Mais ce gamin sera une célébrité à son réveil. Et d'ailleurs, l'expression des Annex à l'instant le préoccupe vraiment. Il se dirige vers l'extérieur, disant à Crash qu'il n'a pas le droit de mourir tant qu'il n'aura pas coopéré à ses recherches. Quelque temps plus tard, Crash s'entraîne de retour au manoir. Il dit que ça fait une semaine qu'il est revenu du banquet, et qu'il s'est enfin complètement remis de ce moment. Et s'il l'avait utilisé continuellement pour le coincer jusqu'à la fin, il aurait été dans un pire état que Annex. Il a été inconscient pendant tout le trajet du retour, mais s'il n'avait pas perdu connaissance, il aurait au moins pu terminer les préparatifs pour voler sa compétence. Il avait deux façons de le faire en tête. La méthode standard qui consiste à déverrouiller les cadenas, et la méthode qui consiste à amener l'adversaire à dévaloriser sa propre compétence. Et celle qu'il avait l'intention d'utiliser sur Annex était la seconde. La méthode se caractérise par sa facilité d'exécution. Et si l'on peut vaincre son adversaire de manière écrasante, et le fait qu'il ait vaincu son coup ultime en une seule frappe, le doute devrait se propager comme des ondes. En perdant contre un raté qu'il méprisait, il commencera à douter de la valeur de sa propre compétence. Même si cela prend du temps, sa compétence finira par être sienne, et c'est pourquoi, pour l'année restante avant l'académie, il va passer chaque jour à s'entraîner pour surpasser les génies. Ariad frappe à la porte pour lui dire que Bélican est arrivé au pavillon. Crash dit qu'il suppose qu'il a perdu patience. Ariad dit qu'il a déjà refusé son message 22 fois, et Crash répond qu'il devrait simplement le laisser entrer car ils ne peuvent plus le repousser. Ariad dit d'accord, et Bianca lui apporte de l'eau. Il remarque qu'elle garde ses distances et lui demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'il pue. Il se demande si c'est vraiment le cas. Il dit que son nez est peut-être insensible à ça car il est habitué à l'odeur de la corrosion de sa vie antérieure. Bianca lui dit qu'il devrait prendre une douche avant de rencontrer Bélican, mais Crash dit non. Il va de toute façon se dépenser à nouveau après son départ. Bianca lui dit alors de rester à l'écart, et il lui demande si elle donne vraiment des ordres à son fiancé. Il lui dit qu'elle a bien grandi, et elle commence à s'enfuir en disant qu'elle doit s'éloigner de sa puanteur. Il dit que ses réactions sont mignonnes, alors il ne peut s'empêcher de la taquiner. Ses connaissances d'avant la régression le regarderaient avec des yeux froids, et il commence à avoir des hallucinations et Arthur lui demandant s'il s'est déjà ramolli avec la paix, et s'il pense pouvoir empêcher la destruction du monde comme ça. Crash dit qu'il déteste l'admettre, mais à l'exception de ce dernier moment, Arthur était un héros qui se tenait toujours en première ligne sans jamais baisser sa garde. Il se demande où il est dans cette vie, et ce qu'il fait en ce moment. Bélican apparaît en disant que pour qu'il flirte avec sa fiancée, il a l'air de bien s'amuser. Crash dit que tout le monde a besoin de souffler de temps en temps. Bélican est pris au dépourvu car d'habitude Crash a trop peur de le regarder dans les yeux, et peut-être que les rumeurs selon lesquelles il a battu Annex étaient vraies. Crash dit qu'il devait être occupé, et pourtant il a trouvé le temps de venir jusqu'ici au pavillon. Bélican demande ce qu'il veut dire par occupé, et Crash répond qu'il a entendu dire que l'Académie de Raran décide des admissions par examen quel que soit le statut, ce qui signifie qu'il devrait s'y préparer. Bélican demande s'il est vraiment en train de le provoquer, et rit nerveusement. Il dit que même le plus puissant empire du monde a peur de leur famille, et n'a pas osé frapper le royaume car leur famille est à un tout autre niveau par rapport aux autres maisons nobles. Et quant à lui, il est un véritable descendant direct. Et il ne devrait pas faire le malin en disant à quelqu'un comme lui de se préparer pour l'examen de l'académie juste parce qu'il a battu Annex. Il dit que c'est une drôle de blague, mais il suppose qu'il est naturel pour un roturier de s'inquiéter de savoir s'il peut entrer à l'académie. Crash dit qu'il suppose que oui, même s'il n'est pas un roturier.
Bélican se demande pourquoi il est si arrogant. Il lui dit que la raison de sa venue aujourd'hui est de lui transmettre un ordre, car ils vont empêcher la conquête du monde qui s'est produite au mont Gureyok. Crash dit que les missions familiales ne sont pas censées être obligatoires avant ses 15 ans. Bélican lui dit de ne pas s'inquiéter car il l'accompagnera en tant que tuteur, et que son petit frère qui a soi-disant battu Annex ne va sûrement pas se dégonfler pour une chose pareille. Crash dit qu'il sait qu'il essaie juste de le contrôler, mais il accepte. Il est plus habitué à la conquête du monde qu'à une vie quotidienne paisible. Et que ce soit son piège ou non, il a un plan pour s'en sortir. Bianca lui demande où il va, et il répond qu'il sera absent un moment pour la conquête, et de ne pas le suivre. Elle demande si elle n'y va pas, mais trouve aussi bizarre qu'un garçon de 13 ans doive aller arrêter ça. Crash a l'air surpris, tandis que Bélican est frustré. Il s'apprête à l'insulter, mais Crash lui rappelle qu'elle est sa fiancée, et que son grand frère ne prendra sûrement pas au sérieux les paroles d'une fille de 12 ans. Il le foudroie du regard, et Bélican grince des dents de frustration, puis s'en va. Crash lui dit qu'elle a bien fait, mais elle répond qu'elle n'a rien fait. Il dit que si elle n'est pas consciente, ce n'est pas grave, mais elle lui dit simplement de ne pas s'effondrer à nouveau. Et il dit qu'il doit y aller pour l'instant. On en apprend plus sur la corrosion du monde. C'est un phénomène où leur monde est littéralement corrodé par un autre, ce que nous savions. Mais il explique que parfois des espèces apparaissent, pas les mangeurs de monde, mais cela provoquera des changements environnementaux. Et si la corrosion progresse davantage, la zone elle-même se transformera lentement en un autre monde. Alors que nous voyons qu'un marécage s'est maintenant formé sur le mont Gureyok, Bélican dit qu'elle a été classée comme une corrosion 3 étoiles, demandant si l'escouade de purification a dit quelque chose. Son homme dit qu'ils commenceront leur travail dès que le maître aura été éliminé. Crash dit qu'un 3 étoiles est un niveau qu'un ordre de chevaliers experts de rang intermédiaire pourrait gérer sans problème. D'ailleurs, Bélican a peut-être l'air de ça, mais il est un expert de haut rang. Il devrait pouvoir vaincre le maître de cette zone sans problème. Il s'approche de Crash, disant qu'il l'a amené ici pour lui donner, à lui, un expert de bas rang, un peu d'expérience. Crash décide de jouer le jeu, mais en réalité, se demande à qui il pense parler. La seule raison pour laquelle il l'a suivi, lui qui essaie de lui mettre la pression, est pour une seule chose. C'est pour tester une solution temporaire à son déchaînement. Alors qu'il commence à combattre les insectes de l'autre monde, il en voit certains fatigués, et l'un d'eux dit à l'autre de regarder ça. Crash leur dit à tous que cette bête n'a pas de tête, mais elle a des dents. Et si vous vous faites mordre, ça va enfler, alors assurez-vous de couvrir tout votre corps d'aura. Ils sont tous stupéfaits, se demandant s'il a peut-être déjà fait l'expérience de la corrosion du monde. Il dit qu'il n'a que 13 ans. Ce serait encore plus étrange s'il avait eu l'occasion de s'approcher d'un site comme celui-ci. Ils disent tous que c'est vrai. Et Bélican se dit que pour un raté, il est si calme. Et quand il est arrivé à sa première zone de corrosion à 15 ans, sa fierté a été mise en pièces. Alors comment peut-il se permettre de donner des conseils aux chevaliers? Et c'est complètement différent. Mais il se rassure comme il peut en se disant d'arrêter de comparer. Bélican resserre sa prise sur son épée et s'élance, en se disant que ce n'est qu'une hypothèse. Mais si Crash grandit pour devenir comme Charlotte et le surpasse, il finira par devenir le raté de la famille. Crash court vers lui en l'appelant, mais Bélican dit qu'ils arriveront bientôt à l'emplacement du maître, et qu'il a de la chance car c'est plus facile que sa première fois. Il semble qu'il n'y ait pas d'autres espèces corrodées ici à part le maître également. Crash dit que c'est une raison de plus pour eux d'être sur leur garde. Cela signifie qu'il y a un maître 3 étoiles capable de maintenir la corrosion tout seul. Bélican dit à ses hommes de ne pas avoir peur, qu'ils ne peuvent pas être ébranlés par les paroles d'un enfant, et que ce n'est qu'un 3 étoiles, donc ils peuvent en finir et rentrer rapidement. Crash dit qu'ils se débrouilleront tout seuls, et qu'il devrait se concentrer sur ce dont il a besoin lui aussi. Alors qu'il regarde au loin, il dit qu'il peut voir l'énergie de la corrosion du monde, et c'est plus clair qu'avant sa régression, grâce à sa maîtrise de la technique de Demery. Il a juste besoin d'inhaler ça. En enlevant son masque, il commence à en prendre une grosse bouffée, et ses yeux deviennent injectés de sang alors qu'il se met à vomir du sang. Il lui demande tous s'il va bien, et il répond que ça va. Bélican lui dit que c'est parce qu'il se surmène pour son premier voyage, et qu'il peut le porter sur son dos, mais Crash dit que ça va. Il ne crache du sang que parce que l'énergie de la corrosion est comme un poison puissant, donc il fallait s'y attendre. Malgré tout, il n'a pas d'autre choix que de l'endurer. Et tout l'intérêt de ceci est pour la technique de Demery. Il commence à suivre le manuel secret, et à mélanger son aura avec l'énergie de la corrosion. Il doit faire circuler son aura sans s'arrêter, et la traiter comme un grand fleuve, car elle finira par fusionner avec le fleuve, créant une nouvelle couleur qui ne peut être recouverte. C'est l'effet secondaire du déchaînement. Quand il ouvre les yeux, on les voit devenir complètement noirs, et il commence à trébucher. Il regarde ses mains, se disant qu'il n'aurait pas pu supporter cela avec un esprit normal, et qu'il est temps d'utiliser cet art secret. Après que l'on ait pensé que Demery avait disparu de l'histoire, un ancêtre aveugle a découvert les archives secrètes. Cependant, en raison de sa cécité, il ne pouvait pas lire les manuels. Il n'a d'autre choix que de fermer la porte des archives pour que quelqu'un comme lui n'apparaisse plus,
et il décida d'y laisser son propre manuel. Le nom de cet art secret est le sixième sens. C'est une perception extrasensorielle qui ressent toutes les sensations à travers l'aura. Pour l'instant, il ne peut l'étendre que sur la longueur de ses articulations, mais même cela suffit pour savoir où il est. L'endroit où il se trouve en ce moment n'est pas un monde couvert par le déchaînement. Comme elle s'amenuise, il a pu la surmonter avec le sixième sens. Bien sûr, ce n'est qu'une solution temporaire, mais s'il est capable d'absorber l'énergie de la corrosion, le déchaînement pourrait se produire à tout moment. Dans ce cas, il a toujours besoin d'obtenir la malédiction de la poupée de neige de Bianca. Même si ce n'est qu'une mesure palliative, cela ne change rien au fait qu'il a pu l'endurer. Il commence alors à avoir un sentiment glacial, et se retourne avec horreur, car ce dont il est témoin est une créature surnaturelle qui le regarde droit dans les yeux en les ouvrant. Son corps commence à se métamorphoser et à se déformer, et Bélican crie à sa vue. Tout le monde est alerté du fait que c'est le maître, et on voit qu'il a une tête géante en bas. Il commence à rugir. Bélican et Crash réalisent que c'est grave, car on l'appelle le démon aux 1000 visages. Bélican crie, disant à tout le monde de se préparer au combat. Bélican est le premier à utiliser sa compétence, et on la voit recouvrir sa lame de feu. La compétence s'appelle Igni. D'autres soldats disent que c'est toujours magnifique à voir, et ce n'est pas seulement que c'est destructeur. La puissance est immense. C'est une compétence qui incinère sa cible, quelle qu'elle soit. Crash fixe la compétence en se disant que cela lui a brûlé le bras dans sa vie passée. Bélican lui a montré la différence de puissance, et comment il ne voulait pas perdre de temps avec un déchet comme lui. Avant sa régression, Bélican était complètement fou. Mais il se demande si c'est le cas en ce moment. Il commence à utiliser sa compétence en espérant qu'il n'a pas changé d'un iota, juste pour vérifier le cadenas. Mais l'un des soldats se fait arracher le visage par le démon, et l'autre crie que c'est une malédiction mangeuse de visage. Même les vétérans ont du mal contre ces 8 bras, et il n'y a aucun moyen pour des apprentis comme eux d'éviter la malédiction. L'un d'eux dit que leur seule option est de fuir. Mais Bélican crie en leur disant qu'ils doivent rester forts et attaquer. Alors qu'il déchaîne son attaque vers le démon, il y met le feu, le faisant hurler d'agonie. Il leur dit de ne pas abandonner car il va créer une ouverture. Leurs yeux s'illuminent à nouveau, et ils réalisent que le monstre ne peut même plus riposter maintenant, et qu'ils n'ont qu'à suivre Bélican. Bélican sourit en se demandant si Crash regarde toujours, et l'aperçoit au loin sur un rocher, mais se demande pourquoi il fixe le démon au lieu de lui. Bélican se retourne et voit le démon pleurer des larmes de sang. Les cris commencent à paraître de plus en plus angoissés. Il réalise que quelque chose ne va pas, et qu'à ce rythme, ça va devenir dangereux. Il saute en l'air en se demandant quelle est cette pression qu'il ressent. Il dit qu'il doit le tuer tout de suite avant que d'autres anomalies ne se produisent, et ordonne à tous ses hommes de l'abattre en suivant ses coups. Mais son attaque n'a plus aucun effet sur le monstre maintenant, et il est confus. Il leur dit à tous qu'ils doivent lancer leurs attaques avant qu'ils ne se transforment davantage. C'est étrange, silencieux, et il se retourne en demandant pourquoi tous les chevaliers ont peur d'une chose pareille. Il se demande s'il a peut-être été affecté par une malédiction, se disant qu'il ne l'a même pas encore touché. Mais peut-être que ce sentiment étrange qu'il a depuis tout à l'heure était dû au fait qu'il l'avait déjà attrapé. Alors qu'on le voit en plein dans son emprise, il s'apprête à finir le travail, et la foudre commence à tomber, tandis que la pluie s'abat. Son feu s'éteint, et il commence à paniquer alors que son cœur s'emballe. Il dit qu'il va se faire tuer, et crie en s'enfuyant à travers le marécage en disant qu'il va mourir. Le monstre ne compte pas le laisser s'échapper, cependant. Bélican se demande pourquoi cela lui arrive, et s'il va vraiment mourir. Ses doutes se transforment en une apparition alors que Charlotte le entend disant que c'est parce qu'il est un idiot, surpassé par sa sœur cadette. Après tout ce bluff, il a perdu tout son ordre de chevalier, et maintenant il va devoir s'enfuir juste pour sauver la face. Parce qu'il est un tel raté, il mérite de mourir. Maintenant que le monstre a comblé l'écart, il prépare son poing, et Bélican réalise qu'il ne peut pas l'encaisser, alors il essaie de bloquer, mais ça lui brise le bras. Et sa vision commence à s'estomper alors qu'il regarde le ciel. Quand il revient à lui, il est en train d'être traîné par Crash. Il demande ce qui s'est passé et pourquoi il est là. Crash dit qu'il est content qu'il soit réveillé, mais Bélican est surpris qu'il soit en vie. Crash explique qu'il observait d'ici tout ce temps. Quand il l'a vu se faire engloutir par le marécage après l'attaque, il a évité son regard et l'a immédiatement sorti et les a éloignés. Bélican lui dit qu'il peut marcher tout seul, mais Crash répond qu'il n'y a rien à faire. Son corps ne peut même plus utiliser d'aura, et son bras est littéralement en lambeaux, et il doit compter sur lui. Bélican grince des dents et attrape sa lame en disant qu'il n'a pas besoin de l'aide d'un idiot comme lui. Il entend alors cet étrange son de cri, et demande si le démon est toujours à proximité. Crash répond qu'il sait. Il a marché un bon moment, mais il n'a toujours pas atteint l'extérieur. Cela implique que la corrosion du monde est un espace clos, et ça veut dire qu'ils ne pourront peut-être pas sortir à moins de vaincre le démon. Le cœur de Bélican commence à s'emballer, et il est frustré, se demandant quoi faire. Mais Crash dit qu'il a en fait une technique secrète mortelle, et c'est quelque chose que Charlotte lui a transmis. La raison pour laquelle il a pu tenir tête à Anyx, c'est parce qu'il avait ça. Bélican se demande ce que c'est,
mais il y croit parce que Charlotte a toujours été super gentille avec Crash, se disant que ça doit être une sorte d'émotion qu'elle a eue du fait qu'il est la même mère. Il lui demande alors s'il pense pouvoir vaincre le démon. Crash répond que oui. À part éviter le démon pour finir par mourir perdu dans cet espace, il pense que ça vaut le coup d'essayer. Il comprend qu'il ne peut pas lui faire confiance, mais il fait confiance au talent de Charlotte après tout. Bélican dit que Charlotte est un génie, et Crash se met derrière Bélican et commence à utiliser sa capacité pendant que Bélican lui dit que s'il échoue, ils sont tous les deux finis. Et Crash sourit en lui disant qu'il n'échouera pas. Alors que les cris se rapprochent, Crash dit que le démon approche, demandant à Bélican s'il est prêt pour Igni. Il répond que oui, et Crash se lève en disant qu'il est temps de commencer. Il écarte les jambes et commence à prendre de profondes inspirations, se concentrant alors que l'aura recouvre tout son corps. Bélican regarde avec stupéfaction alors qu'elle commence à tourbillonner autour de sa lame. Il dit que non seulement sa concentration est démente, mais que l'aura qui l'entoure est quelque chose qu'il n'a jamais vu, tellement elle est pure. Il était sceptique quand Charlotte lui a dit d'ajouter Igni à sa technique secrète car peu importe combien il s'entraînait, il ne pouvait jamais maîtriser cette aura. Alors comment fait-il? Crash dit alors à son frère de lui donner Igni. Il dit bien sûr, et le projette sur sa lame alors qu'il commence à fusionner. Sa lame maintenant recouverte de feu, Crash l'appelle. Bélican demande s'il y a un problème, et il répond qu'il semble qu'il y arrivera à temps. Il n'a pas besoin qu'il fasse quoi que ce soit. Bélican est confus, mais réalise que les flammes de Crash brûlent plus intensément que les siennes ne l'ont jamais fait, et que cette épée tuera probablement le démon. Il a perdu ses subordonnés en un instant, et ne peut que fuir pour sa vie. Si Crash vainc le démon, cela signifie qu'il est plus faible que ce bon à rien. Alors que Crash frappe vers le haut, fendant le monstre en deux d'un seul coup, tout le complexe d'infériorité de Bélican s'abat sur lui tandis qu'il regarde les deux moitiés du monstre se consumer en cendres. Instantanément, la corrosion du monde commence à s'éclaircir, et Crash lui dit que c'est enfin terminé. Bélican demande comment il a fait ça si facilement, resserre sa prise sur sa lame, et lui dit de mourir alors qu'il lance une attaque surprise. Mais c'est lui qui est confus, demandant pourquoi il ne peut pas utiliser Igni. Crash dit qu'il est reconnaissant qu'il soit exactement le même qu'auparavant. Les conditions pour le cadenas étaient d'abord de donner une partie des Igni à l'adversaire. La seconde était de reconnaître que l'adversaire le manie mieux que lui, et enfin l'effondrement de l'orgueil. Au moment où il a déclenché ce coup, Igni est devenu sien. Alors qu'il tranche son frère, celui-ci crie en brûlant. Crash coupe un morceau de sa chair brûlante et le met sur la pointe de sa lame. Il dit à son frère que ce serait bien s'ils pouvaient s'entendre, mais peu importe ses efforts, cela ne cesse jamais réalisé. Tout ça à cause de son hostilité évidente alors qu'il commence à le forcer à se manger. Il dit que puisqu'il était frère, il avait un léger espoir qu'il le reconnaisse cette fois, mais heureusement, ça n'est jamais arrivé. Alors qu'il le force à manger sa propre chair, Crash demande si ça fait mal, disant qu'il s'est tordu de douleur comme ça quand il lui a brûlé les bras et le visage auparavant. Alors que ses pieds s'agitent dans le vide, Crash regarde jusqu'à ce qu'il devienne finalement immobile, disant que ce temps est ironiquement très agréable. De retour à la maison principale, ils sont alertés que l'ordre de nuit de Bélican a été anéanti, et que l'érosion a été reclassée à 5 étoiles. Apparemment, la règle voulait qu'une classe éperon intervienne, et si Bélican ne s'était pas sacrifié, Crash ne serait pas sorti sain et sauf non plus. Le majordome de Bélican demande comment ce bon à rien a survécu. Le majordome en chef de la famille lui dit de surveiller son langage, car c'est le frère que Bélican a protégé au prix de sa vie, et il ne devrait pas laisser sa mort honorable être vaine. Crash se dit qu'il semble croire à son témoignage, donc il n'a plus sa scène souciée. Grâce à Bélican, il a obtenu de nombreux résultats dans cette expédition. Il a confirmé qu'il peut contrôler les déchaînements dans une certaine mesure avec son sixième sens, et il est devenu capable d'utiliser la technique de Demery. De plus, grâce à Igni, il peut créer des flammes noires. Comme Igni est une compétence qui peut tout enflammer, il a essayé de l'appliquer au pouvoir de la corrosion du monde, et cela a eu un assez bon effet. La puissance de feu de cette flamme noire dépasse les attentes, et il peut l'utiliser comme un atout majeur. Bien que la couleur soit sinistre, ça devrait aller. Le seul problème restant est de résoudre l'enquête en cours concernant les phénomènes anormaux dans les zones de corrosion du monde. Il frappe à la porte, et une femme lui dit d'entrer. Crash se dit qu'ils ne connaissent toujours pas la cause à ce stade. Même si c'est en fait l'œuvre d'un dévoreur de monde, le corps principal du dévoreur est submergé par un rêve éternel. Il ne peut voir le monde réel qu'à travers ses sbires, les morts vivants. Comme il a déjà commencé à bouger, il pourrait bientôt tomber sur les sbires. La femme l'accueille, disant qu'elle l'attendait. Son nom est Sepira, et c'est une enquêtrice de 4e classe. Mais Crash remarque une pierre noire sur son cou, réalisant instantanément ce que c'est. Il dit qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer sitôt quand elle lui demande ce qu'il veut dire. Il dit qu'il sait qu'elle est une morte vivante, et il veut conclure un marché avec elle. Il effacera leur immortalité. Elle sourit, demandant s'il est le régresseur. Elle cherchait autre chose, mais elle ne s'attendait pas à attraper une cible aussi insignifiante. Crash en explique plus sur l'immortel. Son nom est Crimson Garden Auguste. Avant la régression, sous les ordres des Arthur,
il y a eu une tentative pour sceller son immortalité, mais elle a échoué. Arthur dit qu'avec ça, l'immortel sera entièrement occupé à régénérer son corps, ne lui laissant aucune marge pour commander ses subordonnés. Marie dit que la raison pour laquelle l'immortel avait tant de sbires était que son vrai corps ne pouvait pas bouger à cause d'une malédiction. D'une certaine manière, ça lui ferait presque de la peine pour lui. Sigrin demande ce qu'il y a de pitoyable là-dedans. Il ne leur a causé que des ennuis, et elle ne devrait pas essayer de jouer les innocentes. Marie dit que ce n'était pas son intention, et Arthur dit que cela règle le problème de l'immortel, et qu'il ne devrait pas se disputer. Mais c'est dommage pour Crash qu'il n'ait pas pu voler l'immortalité. Crash dit que c'est vrai. Même s'il renaissait, ce serait impossible, car c'était une condition absolument impossible dès le départ, car il devait être plus fort que l'immortel. C'est alors que Auguste lui demande s'il était un régresseur. Crash demande ce qui leur fait penser qu'il en est un. Auguste dit qu'au moment où un simple enfant a osé lui proposer un marché aussi audacieux, cela ne pouvait signifier que ça. C'est un régresseur piégé dans les rouages du temps, et pourtant il prétend pouvoir tuer quelqu'un comme lui, un être qui transcende le temps lui-même. Et c'est un mensonge tellement évident. Crash dit que ce n'est pas un, et que sa compétence peut voler même l'immortalité d'Auguste alors qu'elle commence à envelopper son mort-vivant. Auguste a l'air surpris. Auguste explique que pour rencontrer quelqu'un capable de le tuer, il a augmenté le rang de corruption du monde. Maintenant que quelqu'un qui peut voler sa malédiction est enfin apparu, il demande quelles sont les conditions. Crash dit qu'il doit devenir plus fort. La compétence ne s'activera pas à moins qu'il ne soit plus fort que lui. Auguste demande si cela signifie qu'il veut être son disciple. Mais si cela signifie être libéré de l'immortalité, il vendrait même son âme. Il accepte, disant que lui, Crimson Garden Auguste, fera de lui l'homme le plus fort du monde. Crash se dit qu'être submergé à ce point par sa seule aura, même sans son vrai corps, est démentiel. Il explique que Auguste est une puissance capable de rivaliser avec Arthur, avec des subordonnés encore plus forts sous ses ordres. Avec cette coopération, il peut devenir infiniment plus fort qu'il ne l'est maintenant. Même s'il doit emprunter le pouvoir d'un dévoreur de monde, il veut à la fin arrêter la corruption et l'annihilation. Il explique qu'une compétence d'as est une capacité unique qu'une seule personne au monde peut posséder. Par ce principe, la compétence de régression est retournée à Arthur dans cette chronologie, rendant impossible pour lui de régresser à nouveau de sa propre volonté. Si le monde est à nouveau détruit dans cette vie, même son existence disparaîtra. Ses mains tremblent, et il appelle Auguste par le surnom de Crime. Auguste le dévisage, et l'appelle plutôt par son nom, lui disant de l'appeler maître, puis le frappe. Crash dit qu'il est content de pouvoir enfin rentrer chez lui, mais Auguste demande ce qu'il veut dire, parce que c'est sa maison. Crash dit qu'il a vécu ici il y a de nombreuses années, si longtemps qu'il ne se souvient même plus du visage de ses parents. La chevalière personnelle de sa mère, une Valkyrie, lui ordonne de venir car sa mère l'appelle. Il dit qu'elle ne s'est jamais montrée pendant qu'il était au manoir. Peut-être a-t-elle entendu dire qu'il avait changé et a commencé à s'intéresser. La Valkyrie lui dit aussi que lorsque le chef de la maison reviendra du domaine interdit, il souhaite également le rencontrer. Crash est surpris, disant que son père a atteint le royaume d'un demi-dieu. Peut-être a-t-il perçu quelque chose à son sujet à travers les étoiles. La Valkyrie dit que, par conséquent, Dame Aria lui a ordonné de rester à la maison jusqu'à ce moment-là. Crash dit que Bianca l'attend, et il a des tonnes de choses à faire, donc il ne peut pas perdre son temps ici. Il demande si rester pour la nuit est un ordre de son père, et sinon, il rentrera pour l'instant. Il reviendra quand son père le contactera, ou si son père veut venir le voir lui-même. Alors qu'il part en calèche, il se demande s'il est enfin libre, car il n'a pas envie de revenir avant un bon moment. Auguste a maintenant pris la forme d'un oiseau, lui disant d'ouvrir la porte immédiatement. Crash dit que la couleur de l'oiseau est trop voyante, et Auguste dit qu'il peut changer de couleur à volonté. Maintenant il est noir comme un corbeau, et maintenant il est aussi noir que ses yeux. Crash s'énerve, demandant pourquoi il n'utilise pas son vrai corps. Auguste dit qu'il sait très bien qu'il ne peut pas bouger son vrai corps, et le traite à nouveau de stupide régresseur. Bien sûr, Crash ne peut pas dire à Auguste que le vrai régresseur est Arthur, et qu'il n'est qu'un régresseur incomplet qui emprunte la compétence. Mais il n'y a pas besoin de lui expliquer ça. Ils arrivent enfin à la maison, et il dit qu'il y a une poulette blanche ici avec qui il doit être doux. Bien sûr, il traite Bianca de poule. Bianca lui souhaite la bienvenue, et il dit qu'il l'avait prévenue, et Ariad accourt aussi. Crash demande s'il s'est passé quelque chose d'inhabituel, et il répond qu'une lettre est arrivée de Darling. On voit qu'elle concerne le médicament contre la maladie de décoloration, et qu'il l'apportera bientôt. Crash dit qu'il est complètement excentrique, mais dit à Ariad que si quelqu'un nommé Darling vient ici, alors Ariad doit le traiter avec le plus grand soin, car c'est son bienfaiteur. Il dit qu'il a compris, mais ajoute que Bianca s'est inquiétée pour lui tout le temps. Crash est surpris, et Ariad dit qu'une fois qu'elle a appris qu'il était pris dans un incident de corruption, elle lui a dit d'aller préparer la calèche. Il dit qu'il n'a pas vérifié son cadenas récemment, et on voit qu'il est en fait devenu son ami car il se déverrouille. Il est complètement décontenancé par cela. Bianca demande s'il y a quelque chose sur son visage, et Crash répond que non. Il voulait juste lui présenter son nouvel ami.
Il s'appelle Crime. Elle le prend, disant qu'il est doux comme de la crème fouettée. Il dit qu'il ne savait pas qu'elle aimait les animaux, mais aussi, comment déverrouille-t-il le second cadenas? Parce qu'il est dit qu'il doit devenir une personne importante pour elle. Il se dit que d'habitude, quand on dit ça, c'est quelque chose comme les parents, les enfants, les amis, les amants, mais techniquement, il est son fiancé. Et amant doit être la possibilité la plus proche. Auguste commence à s'enfuir à tire-d'aile. Pendant que Bianca le fixe, Crash se demande s'il pourrait même devenir son amant. Les conditions n'étaient pas comme ça avant sa régression. De plus, il est toujours un adulte à l'intérieur. Donc il ne pense pas que ce soit une condition possible. Auguste dit qu'il semble que cette fille l'apprécie, parce qu'elle ne voulait pas le lâcher. Crash dit que ça doit être ça, et Auguste dit qu'il y a autre chose. Il veut tester sa force, et il doit aller sur le terrain d'entraînement maintenant. Crash accepte, et après on ne voit pas ce qui s'est passé, mais Auguste lui dit qu'il est pathétique. Penser qu'un régresseur aurait un talent aussi nul. Pour l'instant, il a à peine réussi à se hisser jusqu'ici en utilisant ses expériences passées et ses techniques secrètes, mais cet effort sera dépassé par un vrai génie en moins de 5 ans. Cependant, c'est seulement si l'on parle de talent pur. Le talent n'a aucun sens face à lui, car il a sa compétence. S'il manque de talent, il n'a qu'à le voler à quelqu'un d'autre. Lui qui aurait pu échapper au bas de l'échelle sera hissé par lui. Il s'emparera de tout depuis un endroit plus haut que les nuages, et finalement lui volera même son immortalité. Crash s'enthousiasme, et dit que cela va de soi. Quelques jours plus tard, Darling arrive en demandant s'il a fait attendre Crash, l'appelant chéri. Crash demande pourquoi il l'appelle comme ça, et Darling lui dit de ne pas être froid. Crash va droit au but en demandant s'il a apporté ce qu'il a demandé. Darling plonge la main dans son sac et le sort, en disant que c'est terminé. Demandant s'il croit qu'il est un génie ou non. Crash demande pourquoi il énonce une évidence, puisqu'il en a toujours été un. Darling commence à rougir et à le serrer dans ses bras, mais Crash lui dit d'arrêter. Darling dit qu'il voulait aussi mentionner que, apparemment, Annex a changé. Crash demande ce qu'il veut dire, et Darling dit qu'il a arrêté de s'entraîner après avoir perdu contre Charlotte, mais il a entendu dire qu'il a recommencé après l'incident avec Crash. Crash demande si ce traître a vraiment été inspiré par lui, disant qu'il ne se soucie pas du tout de lui. Et si l'on finit, il n'a qu'à rentrer chez lui. Auguste dit qu'il ne pensait pas qu'il y avait d'autre chose dans ce royaume à part les Valem, mais que c'est une bonne chose, car il allait de toute façon utiliser un élixir pour renforcer son corps, et qu'il devrait demander à l'homme à l'étoile d'alchimie de lui en préparer. Un médicament spécial qui augmente les statistiques physiques et l'aura lors de sa consommation. Crash explique que les élixirs sont extrêmement chers, et que parfois les familles se transmettent des techniques de brassage secrètes. Mais les élixirs n'étaient destinés qu'à quelques privilégiés, et ils étaient hors de sa portée à l'époque. Auguste dit qu'il connaît la formule, donc ils n'ont qu'à le guider. Crash dit à Darling qu'il y a encore une chose avant le tournoi. Darling dit qu'il vient de lui dire de rentrer chez lui, demandant s'il a changé Davis. Crash dit qu'il veut un élixir. Darling demande alors si le fait d'entendre parler de l'entraînement des annexes l'a motivé, mais Crash dit que oui, mais demande aussi s'il peut même se permettre les matériaux. Crash dit qu'il trouvera un moyen, surtout s'il utilise ses connaissances d'avant la régression. Auguste commence à lui dicter mot pour mot ce qu'il faut dire, et Crash l'énumère à Darling, dont l'expression devient de plus en plus surprise, et il note tout. Il demande où il a eu toutes ces informations, et Crash dit que c'est une formule secrète transmise dans la famille. Darling dit comme prévu, et qu'il adorerait l'essayer, mais le problème est de savoir comment obtenir les matériaux. Il n'arrive même pas à mettre la main sur le champignon soleil de chaleur neigeuse ou l'herbe du dragon d'or. Premièrement, le champignon de chaleur neigeuse pousse sur le territoire des cœurs endurcis. Deuxièmement, les montagnes sont escarpées, et l'érosion est forte, donc il est presque impossible à trouver. Crash dit qu'il peut simplement demander à Bianca à ce sujet, puisque c'est là qu'elle habite. Auguste dit que cela laisse l'herbe du dragon d'or. C'est une herbe fantôme qui ne pousserait que près du nid des dragons d'or dans les régions reculées de l'Empire. Il pourrait peut-être l'acheter au marché noir, mais si l'Empire le découvre, ce sera un énorme problème. Crash dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il devra simplement traquer un vendeur du marché noir. Darling dit qu'il y a peut-être une meilleure option. Il y a un tournoi d'arts martiaux junior organisé dans l'Empire d'Eifenia pour les jeunes de 15 ans. S'il y remporte la première place, la récompense est exactement l'herbe dont il a besoin. Lui demandant ce qu'il en pense. Crash dit qu'il est un Valem. L'Empire va probablement utiliser ce tournoi à des fins politiques contre l'Académie. Et s'il y participe, ça va devenir compliqué. Darling dit que, bien sûr, il a un plan, et dit à Crash de boire un verre. Alors que Crash s'exécute, son corps se transforme en celui d'une femme, et Darling dit que n'importe qui peut participer au tournoi, et que ce sera facile si son identité n'est pas révélée. Maintenant, il n'a plus qu'à y participer en tant que fille. Crash hurle pour qu'on le retransforme, et Auguste observe. Dégoûté. Crash utilise alors son pouvoir, demandant à Darling s'il se moque de lui, et Darling se met à pleurer en s'excusant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.